Bonjour tout le monde. Nous avons tous été confrontés au moins une fois dans notre vie à JavaScript et peut-être ce que vous considérez comme sa magie. Vanilla.js, jQuery, pour les plus vieux, Ember, Dojo, Angular et plus récemment React ou Vue, sans forcément savoir ce qu'il y avait sous le capot. Michael et Étienne sont spécialistes du web chez Zenica et ils vont nous présenter les coulisses d'un des plus grands spectacles du développement web, JavaScript. Merci d'accueillir Michael et Étienne. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans les coulisses de JavaScript. Nous sommes en train de préparer le plus grand spectacle de l'année, le spectacle de JavaScript. Problème, à 1 heure de notre spectacle, plus personne pour assurer son fonctionnement. Mais ça tombe bien, parce que vous êtes là, et ce soir, vous allez être l'équipe technique. Ensemble, on va découvrir les coulisses de JavaScript pour être sûr que l'on puisse sauver ce spectacle. Le problème qu'il y a avec JavaScript, c'est qu'on sait que c'est un spectacle qui est compliqué et que vous aurez peut-être besoin de quelques explications pour pouvoir vous en sortir une fois que vous serez sur scène. Tout semble magique, mais vous allez voir qu'en réalité, il y a un vrai rouage qui tourne dans l'ombre. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais du coup, pour la première fois, on va vous emmener avec nous dans les coulisses de JavaScript pour que l'on puisse réussir ce spectacle. Pour commencer, pour ne pas perdre de temps, je vous propose qu'on fasse un tout petit peu d'histoire pour parler de JavaScript. Donc tout commence en 1995. Donc à l'époque, Netscape Navigator marque un tournant pour le web. Est-ce que des gens dans la salle connaissent Netscape Navigator? Ok. Et bien à l'époque, c'est devenu le navigateur le plus populaire car il était dit plus rapide, plus facile à utiliser et à l'époque, une interface graphique élégante. Je vous laisserai aller voir ce qu'ils appellent élégante, ça a bien changé, mais du coup, contrairement à la plupart des navigateurs, il y avait une vraie plus-value alors que les autres étaient essentiellement basés sur du texte. Et à ce moment-là, Netscape se dit, on veut ajouter de l'interactivité dans nos pages web, parce qu'à l'époque, ce qui était principalement utilisé, c'était de l'HTML. Et du coup, ils ont demandé à un célèbre dev qui s'appelle Brendan Eich, de créer la toute première version de JavaScript. Ils lui ont dit, on veut un langage de scripting pour le web qui ressemble à Java. Et c'est comme ça qu'en seulement 10 jours, il a créé JavaScript, le langage qui maintenant est utilisé dans la plupart des sites sur Internet. Et en réalité, en 1995, ça ne s'appelait pas JavaScript. Au tout début, ils ont commencé par l'appeler Mocha. Ensuite, ils se sont dit, on va essayer de trouver un nom qui se rapproche un petit peu plus de ce pourquoi on a créé cette technologie. Donc, ils l'ont appelé LiveScript. Et en 1997, c'est la première fois où ils évoquent le nom de JavaScript. Et tout ça, c'est pour uniquement, à la base, des raisons marketing. Parce qu'à la base, Java, c'était à l'époque ce qui avait de plus en vogue dans la partie programmation. Et ils se sont dit, il faut qu'on exploite ce nom-là, et ils l'ont donc appelé JavaScript. Et à partir de là, c'est le succès que tout le monde connaît. Donc pendant des années, ils ont fait plein de mises à jour, sorti plein de nouveautés, jusqu'à arriver en 2008, où du coup, Google sort son navigateur Chrome, et avec l'engine que tout le monde connaît maintenant, l'engine V8. Ensuite, en 2009, petite avancée, donc en même temps que la sortie de la spécification CommonJS, il y a Ryan Dahl qui va travailler sur Node.js pour porter le JavaScript dans plusieurs environnements, pour envoyer JavaScript plus loin que le front-end et pour l'envoyer du coup côté back-end. Donc là, pendant des années, il y a plein d'outils que vous connaissez sûrement qui ont vu le jour, donc Vue, Gulp, ESLint, etc. Donc plein de choses dans l'écosystème. Jusqu'à arriver en 2015, un autre grand tournant avec la sortie d'ES6 qui va révolutionner un peu le langage. Ils vont enfin sortir plein de choses qui avaient été demandées par la communauté depuis des années. Ils vont le faire à ce moment-là. Et maintenant, dans les années qu'on le connaît, du coup, JavaScript domine le web moderne avec React, Vue, Svelte, Dino, etc. Et Angular, on ne l'a pas mis, mais le cœur y est. Pour résumer à peu près ce que c'est JavaScript rapidement, généralement ce qu'on dit aux gens, c'est que du coup c'est une technologie du www.
Ça permet de rendre dynamique, de donner vie à ce qu'on fait sur le web, utilisé aussi bien côté client que côté serveur, dans tous les navigateurs que vous utilisez au quotidien, avec une communauté massive et un écosystème géant qui ne cesse de grandir. C'est pour ça que généralement tout le monde fait la blague que toutes les semaines il y a un nouveau framework JS qui sort. Ce n'est pas pour rien. Et un dernier petit détail technique qu'on va vous dire, qui sera important pour plus tard, c'est qu'il y a une information sur le JavaScript, c'est que tout le monde dit que c'est mono-threadé. Et en fait, JavaScript, même si le spectacle est très bien rodé, il y a quand même un petit problème qui est que JavaScript, sur scène, il ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le spectacle, je pense qu'il est temps d'aller dans la première pièce des coulisses et on devait impérativement vous parler des engines. Exactement. Je suis revenu en arrière. Ok. Première salle dans laquelle on va aller, du coup, les coulisses, celle des engines ou les moteurs JavaScript, les véritables machinistes du spectacle, c'est eux qui vont utiliser votre code pour faire quelque chose sur Internet. Donc du coup, pour que le spectacle fonctionne, il nous faut une machine qui interprète ce que vous avez écrit. Votre code, il est joli, mais il n'est pas forcément compréhensible par toutes les machines. Cette machine-là, du coup, c'est le moteur JavaScript, et en fait, il transforme ce que vous avez écrit en action concrète. Ça veut dire qu'en fait, il va prendre votre code, il va le compiler avec la fameuse compilation just in time. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y a plein de documentation sur Internet si vous voulez. Il va prendre ce code compilé, il va l'optimiser, le nettoyer un petit peu, faire tout plein de trucs avec. Et ensuite, il va le transformer en code machine. Là, vos machines, elles sont contentes, elles vont pouvoir l'utiliser et faire des trucs avec. Et donc tout ça, c'est fait par l'engine. Et l'engine, en fait, il va s'appuyer sur... Il va être intégré au navigateur ou à votre framework backend, notamment Node.js, directement dans son environnement, ce qui va lui permettre en fait de faire plein de trucs associés par exemple à un render engine pour les navigateurs, afin que vous puissiez transformer votre CSS, HTML et votre JS en pixels sur votre écran pour pouvoir avoir un rendu propre ou pas propre, ça dépend des personnes. Super, c'est bien beau d'avoir une définition, mais prenons des exemples concrets de engines qui existent aujourd'hui. Le fameux V8, je pense que tout le monde le connaît, utilisé par Google Chrome et Node.js notamment. On a quelqu'un qui est un peu moins connu, qui est le Chakra Core. Il est moins connu parce qu'il est utilisé par Edge, mais c'est surtout qu'il n'est plus utilisé aujourd'hui, puisque Edge a pris la bonne décision de passer sur V8. On a le Contenders aussi, Firefox, qui utilise SpiderMonkey, son propre moteur. Et on a aussi Bun et Safari, notamment, côté Apple, qui utilisent plutôt JavaScript Core. Donc voilà, plein de gros containers, je suis sûr, il y en a plein d'autres, mais c'est les plus importants et ceux qu'il faut connaître. Le truc, c'est qu'en fait, le moteur JavaScript, comme on l'a dit, il n'est pas tout seul. Ce n'est qu'un rouage dans le spectacle JavaScript. En fait, il fonctionne dans son environnement, donc son navigateur ou Node.js, et il va s'appuyer sur plein de trucs, que ce soit pour les navigateurs, le DOM, les API, ou encore des timers, etc., plein de trucs à côté. Et pour tout ce qui est Node.js ou Bun, etc., il va s'appuyer sur votre système d'exploitation, donc il va checker les entrées et les sorties, il va voir votre mémoire, il va faire plein de trucs. Donc en fait, ouais, il n'est pas tout seul. Ok, maintenant qu'on a vu la première salle, on a vu un peu à quoi ressemblaient les machinistes, donc ces moteurs JavaScript qui exécutent le code. Il est temps de lever le rideau sur un autre aspect essentiel du spectacle. En fait, le spectacle il ne fonctionne pas seulement grâce aux techniciens. Ok, on a un truc qui est exécuté, mais il faut quelqu'un qui s'occupe de savoir comment on fait. Il nous faut un chef d'orchestre. Et en fait, ce chef d'orchestre JavaScript, on va le voir, en fait, il va se demander, ok, qu'est-ce que je fais? Comment je décide que je vais faire ça à ce moment-là? Comment je décide quand est-ce que je vais le faire? Qu'est-ce qui se passe quand un bouton est cliqué sur mon app? Qu'est-ce qui se passe quand un set timeout est terminé? Quand ma promesse vient d'être résolue? Tout ça, la réponse est dans le runtime JavaScript. Donc maintenant, comme il a dit, on va rentrer dans le vif du sujet, du côté du runtime JavaScript. C'est là-dedans que va se jouer la plus grosse partie de notre spectacle. Donc restez bien attentifs. Et vous allez voir que dans cette pièce, il y a déjà quelques meubles que vous devez connaître, mais je vous propose qu'on y aille quand même. Donc on va retrouver ici une pièce classique dont pour le moment, vous allez voir deux choses. Donc vous allez voir une partie avec le code qu'on va exécuter à chaque fois, et en dessous, la sortie de la console. Donc là, on a un bout de code, ce qu'il y a de plus simple. Il y a deux fonctions, une fonction de multiplication, une fonction qui met au carré, une variable qui fait un appel avec la valeur 9, et ensuite, on fait un console log de cette variable.
Et bien, quand on fait le console log de cette variable, nous avons 81 dans la console. Normalement, on ne s'est pas trompé en maths avec Étienne, mais ce code, la question là qu'on va se poser, c'est par qui est-ce qu'il est exécuté? En vrai, la réponse, elle est très simple. C'est exactement ce qu'on vous a montré juste avant. C'est l'engine. Mais l'engine, il y a plein de trucs à l'intérieur. On va essayer de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, il y a deux composants très intéressants qu'on peut voir dans l'engine. Le heap, donc mémoire pour les Français, qui va récupérer tout ce qui est variable, vos fonctions définies, etc. C'est lui qui s'occupe, c'est un peu la mémoire, tout simplement. Et ensuite, le plus important, la call stack. Donc là, c'est une belle pile qu'on a dans notre engine. C'est une belle pile LIFO qui va récupérer des instructions, une à une, qui vont arriver comme ça par le haut, et qui vont être dépilées ensuite en fonction de ce qui est arrivé en dernier. Une pile LIFO, je ne vous apprends rien. Et c'est ça, en fait, c'est ce fonctionnement qui va rendre JavaScript un peu monothread. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer qu'une chose à la fois. C'est-à-dire qu'il va prendre la dernière exécution, il va la faire, il va la dépiler, et tac, il va continuer comme ça. Du coup, en fait, c'est ça qui permet à JavaScript d'être monothread et du coup qui permet de ne jamais être interrompu. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, il se passe jusqu'à ce que ce soit terminé. On peut reprendre ça directement dans notre exemple. Donc là, on va ajouter ce nouveau meuble à notre pièce, donc la call stack, et on va réexécuter un autre bout de code qui n'est pas bien plus compliqué que celui d'avant. Donc la première chose qui se passe, c'est que dans la call stack, il y a le premier console log qui va apparaître, il va être exécuté, il va être affiché dans la console. Ensuite, on a deux déclarations de fonctions, donc là, pour le moment, il n'y a rien à faire, les fonctions vont être hoistées, etc., mais on verra ça plus tard. On va faire appel à la fonction Toto1. Donc, on va repasser ligne par ligne la fonction Toto1, on va arriver sur un console log qui va arriver dans la console, on va faire un appel à Toto2, exécuter le code de Toto2, passer sur la ligne du console log de Toto2, le troisième console log arrive dans la console et au fur et à mesure, les différentes fonctions ont fini d'être exécutées, donc elles vont sortir de la call stack. Et à ce moment-là, on voit uniquement les choses qui se passent bien, mais à certains moments, il peut y avoir certains problèmes avec cette call stack. Exactement. Là, on a vu un exemple très très basique, mais prenons un autre exemple. Je suis revenu en arrière. C'est dans quel sens? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, effectivement, c'est le bon exemple depuis tout à l'heure, pardon. Ok, donc là, mon exemple, mon code, il est très simple. J'ai une fonction Toto qui return Toto. Okay. À la ligne 5, j'ai Toto qui est exécuté, et à la ligne 7, j'ai un console. Donc si on prend l'exécution, JavaScript va voir que la première instruction qu'elle a effectuée, c'est appeler Toto, donc elle va ajouter Toto à la call stack. Ensuite, elle va aller checker ce qu'il y a à faire dans la fonction Toto, et en fait, la fonction Toto, elle return Toto. Donc il va falloir appeler la fonction Toto, donc on va rajouter Toto dans la call stack. Du coup, on rappelle Toto, Toto va rappeler Toto, etc., pendant plusieurs fois. Et là, je pense que vous voyez déjà le problème, c'est que du coup, là, on est bloqué. On est dans une fonction qui fait rien, en fait, finalement, puisque en fait, ça s'arrête tout le temps Toto, et vous pouvez voir que finalement, la ligne 7 ne va jamais être exécutée. Parce qu'en fait, comme on a dit, la call stack, elle est bloquée, elle ne fait qu'une chose à la fois, elle ne peut pas être interrompue, elle fait que ça. Et donc, en fait, à un moment, en plus, c'est que vu qu'on a plein de trucs à faire, la call stack, elle n'est pas infinie, on va se taper une belle erreur que vous connaissez peut-être sûrement, maximum call stack size exceeded, et là, à partir de ce moment-là, votre application, elle est morte. Il n'y a plus rien qui se passe, c'est fini, il va falloir reload, il va falloir faire des trucs. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que la call stack, elle n'est pas magique, elle fait une chose à la fois, et si vous lui donnez trop de trucs à faire, elle n'est pas contente. Du coup, en fait, on veut éviter ce genre de trucs, on veut éviter ce genre de boucle, on veut éviter les longues tâches, on veut éviter que l'utilisateur ne puisse plus interagir avec le site. Et du coup, vous allez me dire, pour ça, il y a de l'asynchrone. On sait faire en JavaScript, ceux qui font du JavaScript savent qu'il y a de l'asynchrone. Et du coup, on va peut-être vous montrer un petit exemple avec le setTimeout, par exemple. Yes, on va reprendre du coup un nouvel exemple où cette fois on a l'apparition d'un setTimeout. Donc là, vous connaissez, on a le premier console log, le setTimeout, donc 5000 millisecondes. Donc pendant un moment, le setTimeout va aller attendre, pour le moment, on ne sait pas où. On va avoir le console log Sava qui va être affiché dans la console. Et là, à partir du moment où les 5000 millisecondes sont passées, on va avoir le troisième console log qui va pouvoir arriver dans la call stack et être affiché. Et en fait, là, ce qui est bizarre, c'est qu'au tout début, on vous a dit qu'on ne pouvait faire une seule chose à la fois. Et là, pourtant, si on peut continuer à afficher des choses dans la console, il y a bien quelque chose qui s'occupe de gérer la partie timer pour calculer les 5000 millisecondes et ensuite nous renvoyer la callback. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les API. Exactement, comme on vous l'a dit, un engine, c'est dans un environnement, et en fait, dans cet environnement, on va avoir plein de trucs. Donc si on prend notre browser par exemple ou Node,
À l'intérieur, on va avoir ce qu'on appelle des API. Ces API, c'est un ensemble de fonctions qui nous permettent d'interagir avec l'environnement dans lequel on est. Donc ça peut être une fonction de fetch pour le browser, une fonction de web storage. Côté Node, on a des fonctions par rapport à l'OS, on a des utils, plein de trucs. Si vous voulez aller voir les docs sur Internet, il y en a énormément. Donc par exemple, le setTimeout dont on a parlé juste à l'instant, ça fait partie de la Windows API. Donc en fait, c'est le browser qui va vous dire « Ok, j'ai un timeout ici, si vous voulez l'utiliser, utilisez-le ». Un autre exemple, je pense qu'il n'est peut-être pas trop connu, c'est la console API. C'est de là dont vient votre console log. Votre console log, il n'est pas intégré à votre engine. En fait, si vous allez voir le code source de votre engine, le code source de V8 par exemple, si vous cherchez la définition de console log, ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver. L'engine ne sait pas faire de console log. Ça n'existe pas. C'est le browser qui va s'en occuper à l'aide des API. Donc là, c'est bien parce qu'on a deux exemples, mais on a deux exemples qui marchent un peu de manière différente. Par exemple, la console API, on sait que le console log, il est synchrone. Il se fait directement, c'est-à-dire que quand on l'appelle, il va être exécuté par la call stack et il va repartir. Par contre, la Windows API, le setTimeout, comme on l'a vu, il va être asynchrone. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui donner ce qu'on appelle une callback, une fonction à appeler plus tard, qui va être gérée différemment, on va le voir juste après, par le runtime JavaScript. Et donc, si on reprend notre exemple, on ajoute un nouveau meuble à notre pièce, qui est le meuble des API. Donc nous, là, dans notre exemple, c'est juste en haut à droite. Et du coup, on va réexécuter le même code que tout à l'heure. Donc on va avoir le premier console log, le setTimeout qui arrive. À partir de là, en fait, ce que va faire la call stack, c'est qu'elle va initialiser la tâche côté Web API pour le setTimeout. Elle va pouvoir reprendre la main, continuer ses console logs, et au bout d'un moment, au bout de 5000 millisecondes, eh ben, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose de cette callback. Et là, à première vue, on pourrait se dire, ben, en fait, on a juste à reprendre la callback, la mettre dans la call stack, on fait le console log et tout va bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Parce que tout à l'heure, on vous a dit qu'on ne pouvait pas interrompre ce qu'il y avait dans la call stack. Et en fait, en passant des choses directement des Web API à la call stack sans que rien ne gère l'état actuel de la call stack, on pourrait se retrouver avec des comportements imprévisibles ou perturber ce qui est en train de se passer dans la call stack. Donc, il faut qu'on trouve un moyen d'avoir une espèce de file d'attente. Et c'est ici qu'il y a quelque chose dans les coulisses de JavaScript qui attend et qui est là juste pour ça, qui est l'event loop. Exactement, l'event loop, je pense que tout le monde connaît ce nom, mais est-ce que vous connaissez exactement son fonctionnement? Là, si on reprend le setTimeout, donc on a un délai de 5000 millisecondes, comme dit Mika, mais c'est 5 secondes pour être plus simple à dire. Cette fonction, du coup, elle est gérée par les Web API, et en fait, c'est une partie qui est gérée par le navigateur, elle ne sera pas gérée par le runtime. À partir d'un moment, le temps va s'écouler, et là, le délai va être écoulé, pardon, et en fait, cette callback, elle va être envoyée directement dans ce qu'on appelle une task queue. Petite animation, parfait. En fait, cette task queue, comme on l'a dit juste avant, ça va être une file d'attente qui est intégrée au runtime. Elle est présente dans JavaScript. C'est une file d'attente pour toutes les callbacks qui viennent de la Web API. Et en fait, on est en train de dire que, OK, je sais que tu as un truc à faire, tu veux que je le fasse, je te le mets de côté, et on verra plus tard, au moment où je peux l'utiliser, je l'exécuterai. Et qui s'occupe de dire ce genre de choses? C'est l'event loop. En fait, c'est à ce moment-là que l'event loop arrive. L'event loop, c'est un concept. Et en gros, il arrive, il dit, tiens, est-ce que la call stack est vide? La call stack lui répond que oui. Et en fait, du coup, après, l'event loop, il dit, tiens, OK, est-ce que j'ai quelque chose à exécuter dans ma task queue? Il voit que là, il a quelque chose à exécuter. Et du coup, cette callback va être envoyée dans la call stack depuis la task queue. La task queue va être clean et on va pouvoir exécuter notre fameux console log. Du coup, on peut reprendre l'exemple qu'on a montré. Et du coup, avec la suite de l'exemple de tout à l'heure, une fois que les 5000 millisecondes sont terminées, on va avoir les deux nouveaux meubles dans notre pièce, donc la première task, la task queue, et l'event loop. On va récupérer la callback. À ce moment-là, comme disait Étienne, l'event loop, il va regarder si la call stack est vide ou si elle est déjà bloquée par quelque chose. Ici, notre call stack est vide. Donc, en fait, elle va pouvoir dire, je prends le premier élément de la task queue et je le déplace dans la call stack. À partir de là, on va exécuter la callback, afficher le console log, tout disparaît de la call stack et c'est parfait. Pour visualiser un peu plus ce système de file d'attente, je propose qu'on parte sur un autre exemple avec uniquement un setTimeout ici. Et Étienne va vous montrer un peu là où on peut avoir des problèmes. On a un autre petit exemple ici où en fait le code c'est un simple setTimeout qui va faire un console log après 667 millisecondes. Donc là, le code a déjà été exécuté, notre setTimeout est déjà pris en compte par les Web API. Le truc, c'est que là, notre site, il va vivre. Plein de trucs vont se passer, la call stack va faire des trucs, on ne sait pas exactement ce qui est fait, mais bon,
et l'utilisateur est bien présent sur le site. À un moment, notre set timeout, il va dire « Ok, j'ai fini, mon délai est terminé, je vais te renvoyer la callback ». Donc là, rien de plus classique. Après 767 millisecondes, la callback va être envoyée dans la task queue, et là, jusqu'à là, tout va bien. Le truc, c'est que dans la call stack, il y a toujours des trucs qui sont en cours. Il y a la call stack qui a fait des trucs, le mec a appuyé sur un bouton, il s'est passé quelque chose, ça fait des trucs. Et en fait, logiquement, les 667 millisecondes, elles sont déjà passées depuis un petit moment. En fait, ce qu'on essaye de dire là, c'est que vu que la call stack, elle fait qu'une chose à la fois et qu'elle ne peut pas être interrompue, même si là, on a notre système d'asynchrone, les 767 millisecondes qu'on a mis pour notre set timeout, c'est plus une valeur minimale dans le sens où on va lui dire, OK, dès que tu as du temps après 767 millisecondes, tu vas me exécuter ma callback et tu vas m'afficher mon console log, qui là aurait pu très bien s'afficher plus tard, 2 secondes après, ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que généralement, quand vous avez des problèmes d'asynchronicité, c'est peut-être à cause de la task queue qui finalement ne respecte pas vraiment vos timings. Là, du coup, ça s'en va. Maintenant, on a vu comment est-ce que fonctionnait la Web API comme le set timeout, et j'ai envie qu'on s'intéresse à quelque chose d'autre, qui sont les promesses. Je vous propose qu'on déroule un exemple très très simple. Donc pareil, on va passer ligne par ligne. Donc la première ligne, on va avoir un premier fetch. De la même façon, le fetch va être initialisé côté Web API. On va avoir ensuite la deuxième ligne qui va correspondre à la réaction qui est associée au fetch. Donc pareil, la call stack va appliquer la réaction directement au fetch. C'est un truc qu'on verra un peu plus tard en détail. Là, pour la simplification, on a la callback de réaction et le statut de la requête. Et on va avoir le console log suivant, le temps que le fetch n'a pas terminé. Et au bout d'un moment, le statut du fetch va changer. Nous avons terminé le fetch. Et du coup, il faut qu'on exécute la callback de réaction. Et vous le voyez venir, on pourrait se dire, de façon très très simple, on va mettre ça dans la task queue comme tout le reste, dans la même file d'attente, et on attend que l'event loop s'en occupe. Le problème, c'est qu'on a voulu gérer dans JavaScript une solution de priorité entre différentes actions. Donc, on ne veut pas appliquer la même priorité entre le retour d'un fetch et un set timeout, et on va devoir trouver un autre moyen de gérer cette priorité. Exactement. Et cet autre moyen, il concerne toujours l'event loop. Donc, si je reprends mon exemple d'event loop ici, on a la task queue, mais comme on a dit, on ne veut pas la même priorité. Par exemple, là, en fait, ma réaction, c'est peut-être un truc que je veux faire le plus rapidement possible. En fait, je m'en fous que la Web API me retourne un clic ou quoi. Je veux que ma réaction elle soit jouée le plus vite possible. Et donc, en fait, c'est là que l'event loop va avoir une micro-task queue, où en fait, elle va prioriser cette queue par rapport à la task queue. Elle va dire, OK, cette micro-task, elle est prioritaire par rapport au reste. Donc là, au moment où elle va être envoyée à l'intérieur, c'est elle qui va arriver en premier. Donc l'event loop, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se demander, est-ce que la call stack est vide, la call stack est vide, est-ce que j'ai une micro-task à faire? S'il y en a une, je la fais. Si j'en ai pas, je vais aller voir du côté des task queues. Résumons un peu très rapidement ce qui rentre dans les queues pour l'event loop. Dans la task queue, ce qui va rentrer, c'est plus un peu ce qui se passe au niveau des Web API, cette timeout, cet intervalle, le XHR. Quand on a des event listeners sur des boutons, tout ça, c'est ce qu'on va appeler des tasks. Les callbacks à l'intérieur, ce sont des tasks qui vont être envoyés dans la task queue. Et ensuite, on a aussi la micro-task queue qui, elle, va plutôt être utilisée pour les promesses, les mutation observers, les contextes de fonctions, et aussi une petite fonction là que vous voyez juste en dessous des promesses qu'on appelle le queue micro-task, qui permet d'envoyer directement une callback dans la queue. C'est très pratique. Donc là, l'event loop va prioriser la micro-task queue, puis ensuite la queue. Et je pense qu'on peut reprendre notre exemple du coup. Yes, et du coup, si on reprend notre exemple, on a cette fois le dernier meuble de la pièce qui va apparaître. Et comme on a dit, du coup, cette callback-là va aller directement dans la micro-task et pas dans la task queue. Et à cet état-là de notre programme, la call stack est vide, l'event loop le voit, et il va aller chercher dans sa queue la plus prioritaire, qui est la micro-task queue. Il va donc faire monter dans la call stack la callback, il va exécuter la callback et on va pouvoir console log la réponse. J'ai l'impression qu'on a vu une bonne partie des possibilités des choses que l'on peut faire, et pour voir si vous êtes presque prêt à monter sur scène, on aimerait vous proposer un petit quiz. Voici le code qu'on va ensuite dérouler. Donc, dans un premier temps, on a un promise.resolve avec un .zen qui fait un premier console log avec 1. On a un set timeout de 0 qui fait un console log 2. On a ensuite une queue microtask avec dedans un console log qui rappelle une autre
QMicroTask avec un autre console log, et à la toute fin, un dernier console log. On va vous laisser, on va dire, 30 secondes pour réfléchir, selon vous, quel est l'ordre des console logs dans la console. Vous avez 4 réponses possibles. Est-ce que selon vous, c'est réponse A, B, C ou D? Ah, si vous ne voyez pas, vous pouvez vous rapprocher. Ouais, malheureusement, on Ouais. ne peut pas agrandir les télés, quoi. Mais il reste des places devant. On voit très bien de devant. À main levée, qui pense que la bonne réponse est la réponse A? Ok. Qui pense que la bonne réponse est la réponse B? Ok. Qui pense que la bonne réponse est la réponse C? Ok. Qui pense que la bonne réponse est la réponse D? Ok. Qui n'en a aucune idée? Pas de main levée. Ok. Ah si, là-bas. Ah, ok. Eh ben, je vous propose qu'on déroule cet exemple ensemble pour voir laquelle de ces réponses est la bonne. Allez, partons sur scène et commençons à exécuter le code. Donc, premièrement, on a une promesse qui arrive. Là, la promesse, elle est résolue directement. Donc, finalement, pas grand-chose qui va se passer. On va passer directement au chaînage avec le ven. Ce ven-là, comme on l'a dit, c'est le promesse d'un ven. Du coup, c'est le ven d'une promesse, pardon. Du coup, il va être envoyé dans la microtask pour être géré plus tard, le plus rapidement possible. La call stack, l'event loop s'en occupera plus tard, mais là on voit qu'il y a toujours des trucs à faire dans la call stack, donc on va continuer notre exécution. On a le set timeout qui arrive, celui-là on le connaît très bien, c'est une web API. On va envoyer la callback dans la web API avec un délai de 0. Et là, petit truc, c'est que le délai de 0, du coup, on va pas attendre. On va se dire, ok, on va l'exécuter direct. Donc là, le set timeout, il arrive, il est prêt, hop, il va envoyer la callback dans la task queue. Là, pareil, on a maintenant 2 éléments qui peuvent être gérés par notre event loop. Le truc, c'est qu'il y a toujours des trucs à faire dans la call stack. Du coup, on va continuer notre exécution. On a notre fameuse fonction QMicroTask qui, comme elle le décrit très bien, va rajouter sa callback dans la microtask queue. Donc là, pas de surprise non plus. Et là, on arrive à la dernière ligne de code de notre script qui va afficher un console log 5. Bravo à ceux qui ont trouvé que le premier, c'était 5. Donc là, on n'a plus rien à faire dans notre script. On n'a plus rien à faire. Du coup, l'event loop se dit, tiens, la call stack est vide. Je vais peut-être commencer à travailler parce que depuis tout à l'heure, je ne fais rien. Elle va aller checker ce qu'il y a dans la microtask queue. Microtask queue, il y a quelque chose. Okay, elle récupère la première callback qu'elle avait dans sa liste, elle l'envoie dans la call stack. La call stack va exécuter la callback. Elle voit qu'il y a un console log 1 à faire. Du coup, elle va afficher le console 1 ou le console log 1. Deuxième console log qui arrive dans notre console. Parfait. Il n'y a plus rien à effectuer dans la callback. La call stack est de nouveau vide. L'event loop se dit, tiens, il faut que je rebosse. Elle va rechecker la microtask queue. Microtask queue, il y a encore un truc à faire. Paf, on la renvoie dans la call stack. Là, on réexécute la call stack. On a un console log 3 qui arrive, qui est affiché dans notre console. Et ensuite, on a un autre queue microtask qui, lui, va remettre une callback dans la microtask queue pour s'en occuper plus tard. L'exécution de cette callback est terminée. Elle s'en va de la call stack. Et pareil, on reprend. On va rechecker avec l'event loop si la call stack est vide. Elle est vide, du coup on recheck la microtask queue, on a encore un truc. Là après ça devrait être terminé. Ensuite, du coup, la call stack va exécuter la callback. Dans la callback, on a un console log 4, on l'affiche, on retire tout. L'event loop va retravailler une dernière fois. On voit que dans la microtask queue, il n'a rien. Donc on va checker la task queue. La task queue dit moi j'ai un truc. L'event loop l'envoie dans la call stack. Et la call stack va réexécuter la callback qui va afficher un console log 2 dans la console, et tout s'en va, et tout est bien qui se finit bien. Donc la réponse était 5, 1, 3, 4, 2. C'était la réponse C. C. Bravo à ceux, je crois que la plupart des gens ont voté C, donc bravo à vous, vous avez bien suivi. Vous venez de voir comment l'event loop permet de tout orchestrer dans notre spectacle. Chaque tâche arrive, comment elle est exécutée, comment elle attend son tour, etc. Mais il faut savoir que le spectacle est tellement bien rodé que de temps en temps, on a envie que certaines actions partent et reviennent sur scène une fois qu'elles sont prêtes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va rentrer un peu plus en détail sur cette partie des API qui est la partie des promise execution. Exactement, c'est ça la prochaine salle, on va parler des promesses. Les promesses, on l'a vu très rapidement avec le fetch, on avait des promesses un peu cachées, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc les promesses,
on sait très bien que les promesses, c'est très mal vu. Les gens disent « ouais, promesse, je comprends rien à ce qui se passe, c'est de l'asynchrone, c'est chiant, c'est compliqué ». Mais en fait, nous, là, on va essayer de vous montrer que ce n'est pas le cas, c'est pas si compliqué que ça, et que même dans les coulisses, en fait, c'est vraiment pas difficile à comprendre. Donc, une petite définition. Une promesse, c'est quoi? C'est un objet qui représente une opération asynchrone, en cours, et qui aboutira plus tard, peut-être jamais, peut-être dans 5 ans, on ne sait pas, on attend un résultat. Et donc en fait, JavaScript nous propose un constructeur, newPromise, avec ce qu'on appelle une executor function. Cette fonction, elle va avoir 2 paramètres, resolve et reject, je pense que tout le monde les connaît. Et en fait, quand on va appeler ce constructeur dans notre code, ça va créer un objet promise dans le heap de l'engine qu'on a vu juste avant. Cet objet promise, il y a plein de trucs à l'intérieur, mais les propriétés les plus intéressantes, c'est le promise state, qui ici, à la construction, va être en pending, puisque la promesse est en cours. On va avoir un promise result, qui pour l'instant est à undefined parce qu'il ne s'est rien passé, on n'a pas de résultat, et un petit booléen promise is handled, qui va nous dire si oui ou non la promesse est terminée, qu'elle a été gérée par notre runtime. On a aussi deux autres propriétés, promise fulfill reaction et promise reject reaction. On en parlera juste un peu plus tard. J'aimerais d'abord vous parler des 2 fonctions que nous avons dans cette executor function. Donc on va plutôt appeler une callback ici pour que ce soit plus simple. La fonction resolve, qui en fait va prendre un paramètre. Cette fonction resolve, dès qu'elle va être appelée, elle va changer le state de l'objet promise. Donc elle va le mettre en fulfilled. Elle va changer le résultat par rapport à ce qui lui a été donné. Donc là c'est hello. Le promise is handled n'est pas changé puisque la promesse n'est toujours pas terminée. On a juste résolu la promesse, mais on n'a rien renvoyé encore. Et pour le reject, c'est pareil, sauf qu'on va mettre le state à rejected et le promise result, ça marche de la même manière, ça va être le paramètre qu'on donne à la fonction. Comme vous le savez, bon, jusqu'à là c'est super simple. On a des fonctions qui changent un objet, bon, c'est ce qu'on fait un peu tous les jours. Ce qui rend vraiment les promesses spéciales, c'est le chaînage dont on a l'habitude de faire avec les when et les catch. En fait, ces when et ces catch, ils vont rentrer dans les 2 propriétés qu'on n'a pas parlé encore, les tableaux de reaction. Ces tableaux de reaction, en fait, c'est juste des tableaux de callback où en fait, ils vont être exécutés au moment où la promesse va être terminée. Par exemple, si on prend le when, ici, on a une callback qui affiche le résultat. Quand on va appeler cette fonction, ça va ajouter cette callback qu'on va appeler un handler dans ce tableau. Ça va passer le promise is handled à true, ça veut dire que la promesse est terminée. On sait quoi faire dans le cas où c'est terminé. Et c'est pareil pour le catch, sauf que le catch, généralement, on va plus afficher des erreurs, de manière générale. On pourrait très bien afficher autre chose, mais c'est au cas où la promesse se termine avec un problème. Donc voilà, très globalement comment ça marche. Franchement, c'est pas si pire. Franchement, c'est un objet qui change en fonction de ce qu'on exécute. On va peut-être faire un cas réel avec un vrai exemple. Là, ici, on a une nouvelle promesse qui est créée. Cette promesse, elle fait un set timeout. Du coup, on veut que cette promesse soit résolue après 100 millisecondes. Okay. Et ensuite, on a un when qui va afficher le résultat de cette promesse. Pourquoi pas? C'est super simple. Donc là, on va exécuter notre code. Nouvelle promesse qui est créée, le constructeur va créer un objet promesse dans notre heap. Ce promesse object est en pending avec un résultat undefined et son booléen is handled est à false parce que pour l'instant rien ne s'est passé. Ensuite, on va exécuter ce qui se passe dans le executor function de notre promesse. Donc là, on aura un set timeout. Encore celui-là, on le connaît très bien. On sait que c'est une web API. On va appeler ce set timeout-là. J'avais zappé un truc. Ce set timeout va être envoyé dans les web API avec sa callback et son délai. Et là, on voit bien que le resolve de notre promesse est envoyé dans la callback. Donc on suppose qu'il va se passer quelque chose après 100 millisecondes. Tout est terminé, là notre constructeur est fini, et là on arrive au when. Donc au when, ça se passe après la création de notre promesse. On va envoyer la callback de notre when en tant que handler, en tant que réaction de notre promesse. Donc ça veut dire qu'au moment où elle va être terminée, on va pouvoir exécuter ce truc-là. Puis là, on a fini notre création, puisqu'il ne se passe rien pour l'instant, le resolve n'a pas été exécuté, puisque notre resolve est dans la web API, on est en train d'attendre que les 100 millisecondes passent. Ça tombe bien parce que les 100 millisecondes sont passées. Comme d'habitude, là, le fonctionnement ne change pas. La web API envoie la callback dans la task queue. Ensuite, l'event loop se dit « j'ai un truc à faire, super, j'envoie ça dans la callback ». Et là, on va pouvoir exécuter ce qui se passe dans cette callback. Ce resolve, du coup, est appelé. Donc là, on sait que c'est le resolve de cette promesse qu'on a créée.
Et du coup, on va faire en sorte que toutes les réactions qu'on a dans notre fulfill reaction, puisque là, la promesse a été résolue, donc on va prendre toutes les réactions qui sont dans le premier tableau et on va les mettre dans la microtask queue. Voilà, merci. Donc là, on n'en a qu'une, mais on pourra en avoir plusieurs et elles sont envoyées dans l'ordre d'ajout qui a été ajouté en fonction de l'ordre d'event. Super, la callback est terminée, hop, ça s'en va de la call stack. Et là, la microtask queue, elle se dit, putain, j'ai encore du travail. Elle va utiliser la callback qu'on avait dans notre promesse. Et donc cette callback, elle va juste faire un console de result. Et ce result, c'est le résultat qu'on a dans notre objet promesse, qui est donc done. Et dans notre console, ça va afficher done. Et ensuite, la call stack, tout le monde s'en va, tout le monde est content. Et tout s'est super bien passé. On a réussi à faire de l'asynchrone dans JavaScript. C'est super cool. Donc voilà, vous voyez, c'est pas si sorcier que ça. Jusqu'à présent, on a vu un peu comment JavaScript organise l'exécution des tâches, comment on fait des événements, comment on fait des promesses. Mais là, on aimerait bien aller encore un peu plus loin, et on aimerait bien vous expliquer qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'un morceau de code est exécuté. C'est-à-dire qu'il passe dans la call stack. Et Mickaël va s'en occuper. Donc comme on a dit, on a vu jusqu'à présent, on a fait un petit zoom sur la partie des promesses, et maintenant on va faire un petit zoom sur la partie de la call stack, avec les execution context. Donc qu'est-ce que c'est un execution context? C'est un contexte d'exécution JavaScript, un environnement pour exécuter du code JavaScript, et généralement c'est associé directement à des bouts de code ou à des fonctions. Donc depuis tout à l'heure, quand on vous montre ce qui se passe dans la call stack, on vous affiche uniquement les morceaux du code, donc les fonctions. Mais en réalité, ce qu'il y a à la place, c'est des execution context. Je vous propose de prendre un petit exemple. Donc là, c'est un exemple très simple où on va faire deux déclarations, une déclaration de constante et un let. Ensuite, on a une fonction pour faire une concaténation de plusieurs strings, etc. Et on va le dérouler petit à petit. Donc il faut savoir qu'à partir du moment où on veut exécuter ce code, la première chose qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il y a un global execution context qui va être créé. Ce global execution context, en fait, il y en a un par contexte d'environnement global. Donc par exemple, à chaque fois qu'on va avoir une page HTML, il va en avoir un qui va être associé. Et dans chaque Global Execution Context, on va retrouver plusieurs choses. La première chose qu'on va retrouver, c'est un realm. Donc un realm, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers d'exécution JavaScript de manière parfaitement isolée. Donc par exemple, à chaque fois que vous ouvrez un nouvel onglet, vous avez un nouveau realm. Quand vous avez une iframe, vous avez un realm qui est associé. Et à l'intérieur de ce realm, on va pouvoir retrouver plusieurs choses. Donc la première chose qu'on va retrouver, c'est les objets natifs, donc tout ce qui est les arrays, les objects, les functions, etc. Ensuite, on va retrouver les API, et là plus particulièrement les Web API, donc c'est tout ce qui nous permet d'interagir avec les windows, les variables globales, etc. Et ensuite, on va avoir la partie Global Environment Record, qui est la structure de données qui va permettre à JavaScript de mémoriser vos variables. Il faut savoir qu'on peut mémoriser des variables de plusieurs façons en JavaScript. Et pour cela, on va passer par deux endroits différents. Donc on a la première chose dans le Global Execution Context, qui est le Variable Environment. Donc ça, c'est quelque chose qui date de l'époque où on faisait de la déclaration avec des var, donc avant ES6, et du coup maintenant qui est ici pour des questions de maintenabilité. Et cette référence, ce variable environment, va avoir une référence directement vers le global environment record pour stocker des variables. Donc quand on fait un var quelque chose, c'est généralement par là que ça passe. Et ça va être créé directement dans le global object. Donc c'est ce que l'on appelle des variables globales. Donc c'est par ici que ça passe. Et ensuite, on a le lexical environment. Donc ça, c'est pour les autres variables après ES6. Et de la même façon, ici, on va avoir une référence directement vers le Global Environment Record pour y enregistrer nos variables. Donc là, ça vous paraît très compliqué, mais je vous propose qu'on continue avec une version beaucoup plus simple. On va juste garder en tête que dans le Global Execution Context, on a
généralement un moyen d'accéder à tout ce qui est contexte global, window, etc. Et on va garder uniquement la partie qui nous permet de faire nos déclarations de constantes. Donc on part avec quelque chose de vachement plus simple et on va pouvoir reprendre notre bout de code. Hop, donc notre bout de code et ligne à ligne, on va pouvoir l'exécuter. Donc il faut savoir que quand on exécute du code JavaScript, tout se passe en deux phases. On ne passe pas qu'une seule fois sur le code. On a une première phase qui est une phase de création, donc c'est la creation phase, où on va allouer de la mémoire à nos variables et à nos fonctions. Donc pendant la creation phase, on va arriver, donc première ligne, const first name. Donc ici, pour la variable first name, pour les consts et pour les lettres, on va passer par la partie lexical environment, et du coup, ça va être des variables qui vont être scopées et qui vont être déclarées de manière assez isolée. Et comme on a dit, ça va être déclaré pour ces variables, mais non initialisé. Donc on va avoir un initialized pour cette variable-là. Pour le last name, exactement la même chose. On doit déclarer une variable, l'allouer en mémoire, on passe par le lexical environment et on la stocke directement dans la partie declarative record. Ensuite, on passe à la fonction. Donc pareil, il faut qu'on alloue de la mémoire. Pour les fonctions, comme les var, c'est un petit peu différent parce qu'on ne va pas les stocker dans le declarative record comme on a fait pour les consts et pour les lets. On va mettre ça dans le global object. Donc cette fois, on passe par le variable environment et on va hoster le nom de la fonction, mais on va aussi mémoriser le contenu entier de la fonction. Donc on verra plus tard dans quel cas ça peut servir. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à la deuxième phase. Donc là, vous venez de voir quelque chose qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est le moment où l'execution context arrive dans la call stack. Donc la call stack va pouvoir l'utiliser. À partir de là, il y a la deuxième phase qui va commencer. Une fois qu'on a fait la phase de création pour allouer la mémoire, on va avoir la phase d'exécution. Et de la même façon, on va repasser ligne par ligne sur le code pour cette fois affecter les valeurs directement aux variables qu'on a mis en mémoire. Donc pour first name, on va avoir la première modification, on va changer la valeur de non initialisé avec la valeur qu'on souhaite. Pareil pour la partie last name. Pour la partie fonction, on a dit qu'on l'avait mis dans le global object, qu'on avait déjà tout le corps de fonction, donc on n'a rien à faire ici. Et on arrive à l'appel d'une nouvelle fonction. Dans l'exemple qu'on vous a montré tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait un appel de nouvelle fonction, il y avait normalement un nouvel élément dans la call stack. Et en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Mais comme on a dit tout à l'heure, pour chaque nouvelle fonction, en fait, il va avoir le même schéma qui va être reproduit. Donc on va avoir un execution context pour cette phase, pour cette fonction, donc pour la fonction greet. Cet execution context va avoir de la même façon un environment record et on va repoursuivre le même cycle que tout à l'heure avec les deux phases. Quelque chose en plus qu'on verra tout à l'heure pourquoi c'est utile, dans le greet environment record, on va stocker dans une propriété qu'on appelle outerenv, le scope parent de cette fonction. Donc là, dans notre cas, il n'y a pas d'imbrication de fonction. La fonction greet, son scope parent, c'est le scope global. Donc on va avoir une référence vers le global environment record. C'est un petit détail, vous verrez un peu plus tout à l'heure dans quel cas ça va servir. Et ensuite, on va continuer pendant la creation phase à faire comme tout à l'heure. Donc pour name to greet, cette fois, la variable est initialisée parce qu'on l'a passée en paramètre, donc on connaît déjà la valeur. Pour le full name, cette fois, on ne connaît pas la valeur, donc on n'oublie pas, on est en creation phase, donc on va allouer de la mémoire, mais la valeur va être non initialisée. Une fois que c'est fini, on n'a plus de déclaration de constante, plus de déclaration de fonction, donc on peut passer à la phase suivante, l'execution phase de la méthode greet, et on reprend le même circuit que tout à l'heure. Il faut qu'on remplisse la valeur de full name. Donc ici, c'est une concaténation de name to greet et de last name. Name to greet, on l'a directement dans notre scope, donc on peut directement le renseigner. Et pour la partie last name, on ne l'a pas, parce qu'elle a en fait été déclarée, cette fois, dans le global environment record. Et comment on y accède? C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec la partie outerenv. Donc on peut avoir accès à cette variable-là et on peut remplacer le full name
par John Doe avec la valeur complète. On passe à la ligne suivante, donc on va retourner notre message. Ici, nous, on n'affiche rien, mais il y a le retour de hello avec le nom. Une fois que c'est fait, l'exécution de cette fonction sort de la call stack, donc comme vous avez vu tout à l'heure. On revient sur l'appel de la méthode greet. La méthode greet est terminée, donc de la même façon, ça va pouvoir sortir de la call stack. Donc là, c'est très bien. On a vu plus en détail ce qui se passait dans la call stack, parce que tout à l'heure, on faisait vraiment la chose le plus simple possible. Et il y a deux choses que l'on n'a pas vues et que j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu plus. Je vous en ai parlé. C'est pourquoi est-ce qu'on stocke les variables à deux endroits différents, qu'est-ce que ça implique, et la même chose pour les fonctions. Donc on va repartir avec l'exemple le plus classique possible. On a un const et un let. Comme on a vu tout à l'heure, pendant la phase de création, pour ces deux éléments-là, les variables vont être déclarées mais non initialisées. Et en fait, c'est pour ça que quand vous faites des const et des let et que vous mettez un console log avant, eh ben, vous finissez avec une magnifique erreur de référence error qui dit que first name n'est pas défini. Parce qu'en fait, avec ce système d'allocation mémoire, on va créer ce qu'on appelle une temporal dead zone. Donc, pour toutes les constantes, on va en avoir deux. Donc, pour le first name, on a sa temporal dead zone qui est juste au-dessus. Et pour le last name, bah, c'est pareil. À partir du moment où on ne l'a pas déclaré, eh ben, on ne pourra pas accéder à la valeur. Ici, il ne faut pas oublier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'hoisting. Donc, c'est-à-dire qu'en phase de création, on ne va pas déplacer les variables et les fonctions tout en haut de notre fichier. On a bien cette notion-là, mais on ne va pas les initialiser. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas y accéder. Au contraire, si on prend l'exemple avec var, ce que je vous disais tout à l'heure, avant ES6, toutes ces variables-là étaient stockées directement dans l'objet global. Donc, ce qui faisait qu'on n'avait pas la même méthode d'initialisation et que quand vous faites un var, la variable est hoistée et au lieu d'être non initialisée, on va spécifier à undefined pour la creation phase. Donc, c'est pour ça que si on fait un console log d'une var, on va avoir undefined et non pas l'erreur qu'on avait tout à l'heure. Et pour la fonction, c'est un petit peu pareil. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand on était passé sur la fonction, on l'avait mis dans le global object et qu'on avait mis et le nom de la fonction et aussi tout le contenu de la fonction. Et en fait, ça fonctionne comme ça pour les fonctions et ça permet, par exemple ici, si on fait un console log de la fonction avec deux valeurs pour faire une somme, même si la fonction n'est pas encore déclarée, on va avoir le résultat de la fonction qui va pouvoir être console logué parce qu'en creation phase, tout le code de la fonction a bien été stocké en mémoire. Donc, c'est cette chose-là qui a été mise en place. Et généralement, depuis ES6, ça a été mis en place pour les const et les let pour empêcher de donner trop de liberté aux développeurs sur le moyen qu'ils avaient d'accéder à leurs variables. Dernière chose dont on va parler sur cette dernière salle, c'est tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec le last name, on était allé chercher le last name dans le Global Environment Record de notre parent. Et ben en fait, j'aimerais bien vous montrer un petit exemple pour que vous compreniez un peu mieux comment ça marche. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs définitions de constantes, plusieurs fonctions imbriquées les unes dans les autres, et dans chaque fonction, on va déclarer une nouvelle variable. Quand on exécute ce code dans notre terminal, enfin dans notre console, pardon, on va réussir à avoir le console log de C, de B et de A, alors que pourtant, dans la fonction inner, on ne déclare que le C. Et en fait, tout ça, c'est dû au fait qu'on déclare à chaque fois, comme on vous a montré, à chaque execution context, on va avoir une référence vers le scope parent. Et en fait, ce que JavaScript va faire, c'est qu'il va arriver, il va faire le console log C, tout se passe bien, il va devoir faire le console log B, il va regarder dans sa mémoire, dans son execution context, et il va dire bah, moi, je ne l'ai pas, le B. Du coup, je regarde chez mon parent. Son parent, du coup, c'est l'execution context de la méthode outer. Ici, B est déclaré. Du coup, je vais pouvoir le console log. Pour la variable A, c'est exactement la même chose. Je ne l'ai pas dans inner. Je remonte, je ne l'ai pas dans outer. Et du coup, je remonte au niveau maximal. On ne peut pas aller plus loin que le global execution context. Et c'est ce qu'on appelle le scope chain, et du coup, c'est ce qui permet de partager certaines variables dans de la mémoire. Je pense qu'on a fait un assez gros tour de tout ce qu'on pouvait vous montrer.
On sait qu'on n'a pas tout vu, mais malheureusement, il est l'heure pour vous de monter sur scène. Le spectacle va débuter et notre visite des coulisses ne fait que commencer. Effectivement, on a exploré les moteurs, le runtime JavaScript, les promesses, les execution context, la portée des variables et même le chain scoping. On est allé très très loin. Je suis revenu dans le mauvais sens. Mais en fait, JavaScript, c'est un spectacle vivant. Il y a encore des dizaines de techniciens cachés qu'on n'a pas vus, des effets spéciaux et des tours de magie à découvrir, que ce soit les web workers, les closures, le vis dans les fonctions ou le garbage collector. On ne vous a pas tout montré, et c'est tant mieux, parce que sinon on serait là toute la journée. Aujourd'hui, vous avez vu ce que vous utilisez tous les jours, et souvent sans y penser, mais sans visualiser aussi ce que vous faites. Mais maintenant, vous savez où regarder pour réaliser le meilleur des spectacles, et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci Étienne, merci Mickaël. On n'a pas trop de temps pour les questions, vous avez tenu le timing pile poil. Parfait. Du coup, si vous avez des questions, bien évidemment, j'imagine que vous êtes disponible pendant les pauses. Voilà. Donc on peut les applaudir bien fort encore une fois.